Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUA, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour. Je suis Yves Hippo, Ivoirien, Ivoirienne, chers amis africains. Je viens donc par cette vidéo essayer d'expliquer un peu les raisons pour lesquelles j'ai pris du recul par rapport au combat. Le combat que nous menons depuis pratiquement 8 ans sur les réseaux sociaux, dans les rues de Paris, un peu partout. Eh bien, depuis quelques mois à peu près, j'ai décidé de prendre un petit peu de recul parce que, évidemment, bien entendu, j'ai remarqué un certain nombre de choses qui me déplaisent au plus haut point. J'ai deux bonnes raisons, il y en a plusieurs, hein. Il y a une bonne dizaine de questions, une bonne dizaine de raisons, mais ici, je vais soumettre donc à mes camarades, à tous ceux qui me suivent au jour le jour, je vais donc vous soumettre mes deux raisons principales pour lesquelles j'ai dû prendre du recul. Ivoirien, Ivoirienne, j'espère que vous allez bien. Je salue tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Je vais commencer donc ma vidéo dans pratiquement quelques secondes lorsque je verrai que quelques-uns se connectent. Et je vais expliquer donc ces deux raisons. La première raison, je commence automatiquement. La première raison, c'est que c'est d'ordre plutôt personnel. La première raison, c'est que moi-même, étant tout le temps en train de lutter avec la maladie et le quotidien qui n'est pas très facile à gérer, j'ai dû donc prendre du recul pour pouvoir m'occuper de moi-même. Donc ça, c'est c'est la première raison, puisque certains proches m'ont dit, ah Yves, il faut arrêter le combat pour que nous, on puisse être gentil avec toi. Voilà. Si tu arrêtes le combat, on sera gentil avec toi. Donc, je tiens à vous dire en même temps, vous qui m'avez demandé d'arrêter le combat pour que vous soyez gentil avec moi, je tiens à vous dire que j'ai arrêté le combat. Donc, soyez gentil avec moi. J'ai arrêté, ça fait quelques semaines, quelques mois que je ne fais plus de vidéos. Et celle-ci, c'est pratiquement l'une des dernières. Donc, soyez gentils envers moi maintenant. J'ai fait ce que vous avez tant souhaité. Donc, ça, c'est la première raison qui est plutôt d'ordre personnel. Et la deuxième raison qui est d'ordre politique, c'est que il y a une prolifération de cyberactivistes pro-Gbagbo sur les réseaux sociaux qui ne connaissent pas leur place. Il y a des gens qui sortent de nulle part, qui viennent d'apparaître sur les réseaux sociaux depuis fin 2018, qui ont commencé à faire des petites vidéos bizarres là, qui parlent de Laurent Gbagbo et qui insultent tout le monde. Et qui vont jusqu'à clore le débat en disant « moi j'ai dit ». Moi quand j'ai dit, mais toi tu es qui? En tout cas, devant moi, vous les nouveaux cyberactivistes, vous n'êtes rien du tout. Vous pouvez être des cyberactivistes Go ou bien des cyberactivistes pro-Gbagbo. Moi, je n'en ai rien à foutre. Quelqu'un qui vient faire le faro avec le combat là, je n'en ai rien à foutre. Alors, je vois quelques cyberactivistes qui s'attaquent à Nadi Bamba, qui est devenu aujourd'hui la source de tous les problèmes dans notre camp. Mais moi, je ne vous comprends pas. Laissez le président Laurent Gbagbo et sa vie privée tranquille. On dit aujourd'hui il y a des menaces qui pèsent sur Lida Kwasi et qu'il se peut que le pouvoir Ouattara veuille l'arrêter. On dit oh, c'est Nadi Bamba qui est derrière ça. Nadi Bamba aujourd'hui, c'est le souffle-douleur. Moi, je ne la connais même pas. Je ne la connais pas et beaucoup de ceux qui parlent d'elle ne la connaissent même pas. Mais tous les jours, c'est Nadi Bamba. Nadi Bamba, hein,
C'est à cause d'elle qu'il y a eu ça. Il y a une page officielle, Laurent Gbagbo. On dit c'est Nadi Bamba qui a créé cette page officielle, que Laurent Gbagbo lui-même ne sait pas que cette page officielle existe. Et tu vois, c'est des cyberactivistes qui sont arrivés dans ce combat en 2018. Moi, je ne peux pas considérer un cyberactiviste qui est arrivé en 2018. C'est du n'importe quoi, ça. Le combat, là. Nous, en 2015, on était à Accra. En 2011, on était à Accra. Moi, en 2011, là, quand on tirait sur Gbagbo, j'étais déjà en exil à Accra. Et je faisais déjà mon travail. Et quand nous, on est arrivé sur les réseaux sociaux en 2013, aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on est là comme ça, au taquet. Mais quand on a commencé sur les réseaux sociaux, on ne s'est pas attaqué à la famille de Gbagbo. On s'est attaqué à Ouattara. Ouattara, l'électricité est chère. Les taxes sont chères. Ceci est cher. C'est comme ça qu'il faut attaquer le pouvoir Ouattara. Mais je vois des nouveaux cyberactivistes. Et puis quand ils viennent là, ils se mettent, ils sont guindés. Frère, moi je suis venu vous dire aujourd'hui que moi, Yves Aipola, devant moi, vous n'êtes rien du tout. Si Johnny Pacheco parle, moi je peux le respecter. Je peux dire, lui au moins, même si aujourd'hui il a fait votre face, mais lui au moins, il était là dès les premières heures. Mais toi, tu étais dans ton coin, tu as observé pour voir si on ne va pas les arrêter, les cyberactivistes qui parlent. Tu as observé jusqu'à... C'est à la dernière minute, là, tu as décidé de prendre ta caméra pour dire tes opinions. C'est à respecter. Mais quand on respecte tes opinions comme ça, il ne faut pas venir mélanger le combat. Le combat, là, la vie de Laurent Gbagbo, là, ça n'a rien à voir. Il faut mettre la vie de Laurent Gbagbo à gauche. Il faut t'attaquer à Ouattara. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Non, c'est à cause de Nadi Bamba. Elle a pris Gbagbo en otage. Ça, c'est votre problème. Vous avez été là-bas. Vous avez vu les liens de Gbagbo et les choses. Et puis, en le disant, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas Simone Gbagbo. Attention, hein. Parce qu'après, demain, ils vont dire, oui, que Yves, il est dans le clan de Nadi Bamba avec Stéphane Kipré. Non, 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 je ne suis pas dans un clan. Moi, j'estime que Laurent Gbagbo est marié légalement à Simone Gbagbo. C'est la première dame de la République de Côte d'Ivoire. On parle de Nadi Bamba. Moi, je ne la connais pas. Je ne connais pas ses rapports avec le président Laurent Gbagbo. Je ne peux pas critiquer une dame qui n'a jamais fait de déclaration publique. Une femme qui n'a jamais fait de déclaration. Tous ceux qui parlent là, jamais, personne n'a jamais envoyé quelque chose comme ça pour dire, bon, voilà la déclaration de Nadi Bamba, nous allons critiquer ça. Il parle de on dit. On dit. Alors, tu es celui dont je parle, en tout cas, ceux dont je parle, ils vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Quand vous allez suivre ma vidéo là, sachez que vous êtes trop petit dans la lutte là. Vous ne représentez rien du tout. C'est récemment là, moi j'ai vu que vous êtes allé, on vous a donné un micro pour parler dans une manifestation. C'est récemment là, c'est maintenant que vous faites vos premiers pas. Vous devez nous suivre, vous devez nous appeler pour dire, mon frère, comme tu es dedans depuis longtemps là, qu'est-ce que tu penses de l'alliance Bédier et Gbagbo? Il faut poser les questions, on va te dire. Alors, vous tous, vous pensez que vous êtes déjà forts, vous êtes déjà arrivés. Vous ne valez rien. Vous, les petits cyberactivistes qui venez de commencer là. Si vous ne pouvez pas vous ranger derrière ceux qui sont devant. Nous, on est devant. C'est nous, on a tracé les sillons des choses de la résistance. En tout cas, en ce qui concerne les réseaux sociaux. C'est nous qui avons tracé les sillons. C'est nous, on a dit, on est gore. On s'en va dans la direction des gore. Vous voulez changer. Moi, faut pas changer le combat. Actuellement, là, il y a des problèmes sérieux. Voilà Ouattara qui vient d'annoncer qu'il y aura une nouvelle monnaie. Une nouvelle monnaie. Il est venu annoncer comme ça à la sortie de l'Élysée. Il y aura une nouvelle monnaie. Moi, je n'ai pas vu ces cyberactivistes venir parler des vrais problèmes. Parce que c'est un sérieux problème. Un économiste comme Ouattara,
qui dit qu'il a PhD et qui ne peut pas venir expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de sa nouvelle monnaie. Combien sa nouvelle monnaie, l'écho là, combien ça va valoir en dollars? Combien ça va valoir en euros? Parce qu'il ne faut pas qu'un euro vienne acheter 10 fois plus ce que ça achetait avant. Je prends un exemple. Si l'euro achetait, 1 euro achetait par exemple 1 kilo de cacao, il ne faut pas que, avec l'écho qu'ils ont créé, que l'euro vienne acheter 10 kilos de cacao. Donc, il ne faut pas que nos matières premières perdent de la valeur. Donc, quand Ouattara vient parler de ces choses-là, il faut qu'il nous explique comment ça se passe. Moi, je n'ai pas vu des cyberactivistes venir faire des vidéos dans ce style. Ils sont braqués sur Nadi Bamba. Voilà Ouattara qui vient de se saisir de la CEI, malgré toutes les tractations qui ont été faites pour que des modifications soient opérées. Il n'en a fait qu'à sa tête pour maîtriser et avoir une mainmise sur, comment on appelle ça? Il y a un qui dit, c'est qui, Onni Bigras, il a dit que c'est ce qui va se passer, 1 euro sera égal à 1250 francs et 1250 euros. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de créer une nouvelle monnaie, nous sommes en train de dévaluer le franc CFA. C'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est un danger parce que nous avons déjà connu 3 dévaluations. On ne peut pas aller créer une monnaie pour créer une autre dévaluation. Donc, moi, je vois des cyberactivistes, je veux que vous vous attaquiez aux grands problèmes, plutôt que de vous intéresser à une dame qui ne vous connaît même pas. Voilà. Elle ne vous connaît pas. Nadi Bamba ne vous connaît pas. Vos vidéos là, elle ne les voit pas. Laissez ça. Voilà. Moi, je dis, vous ne pesez rien dans le combat. Vous ne pesez rien. Toi, tu es là-bas en France, là-bas. Tu es derrière caméra. Ça fait 9 mois. On te voit sur Facebook en train de faire vidéo. Ce que toi, tu dis là, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Tu as 2000, 7000 personnes qui te suivent. Moi, j'en ai 20 000. Donc, il faut faire aller pas à pas. Il faut construire un audimat. Il faut te faire accepter dans la communauté. Il faut commencer à impacter. Et puis, peu à peu, les gens commencent à te respecter. Mais tu n'as même pas encore arrivé là-bas. Tu commences déjà à donner des décisions. Toi, Steve Biko, là, tu vas faire, c'est toi qui fais ça. Toi, Stéphane Kipré, là, c'est toi qui fais ça. Toi, Nadi Bamba, là, c'est toi qui fais ça. Toi, tu connais tous les problèmes. Tu connais Zadou. Ou bien quand vous citez les noms des gens, là, ça vous donne la valeur, en fait. Quand vous citez Nadi Bamba, les gens viennent se connecter, puis vous regardez, ils disent, ah, le gars, il est en train de parler de Nadi Bamba. Il faut laisser ça. Laissez ça, là, les gars. Les vrais problèmes, là. Il y a 2020 qui arrive. Est-ce que Ouattara doit prendre le pouvoir en 2020 jusqu'en 2025? Est-ce que nous, les Ivoiriens, là, on est prêts à accepter ça? Qu'un Burkinabé, parce que Ouattara n'est pas ivoirien, quand un Burkinabé contrôle le pays pendant 15 ans, on a déjà souffert pendant 10 ans. On a failli arrêter Bamba Mori Ferré. On a failli le prendre, le kidnapper. Ça, c'est un gros problème en Côte d'Ivoire. Qu'on fasse des arrestations extrajudiciaires. Ça, là, je veux vous voir, vous, les nouveaux cyberactivistes, là, venir décrier ça. C'est pourquoi moi, je ne parle plus. Je vous regarde. Je vous regarde. Il faut venir dire, et tu sors les dossiers. Tu sors le dossier Samba David. Tu dis, ah, tiens, Samba David a expliqué qu'il a été arrêté de la même façon. Des gens sont venus avec des tenues militaires, encagoulés. Ils sont venus en pleine nuit. Ils l'ont pris et il s'est retrouvé en prison. Il a fait 2 ans. Le monsieur Bamba Mori Ferré a expliqué la même chose.
en pleine nuit, ils sont venus en tenue militaire, ils sont venus pour le prendre. Comment il s'appelle? Aswa Adou a expliqué la même chose. Il dit qu'ils sont venus en pleine nuit. Des gens qui étaient en tenue militaire, ils sont venus sans mandat de perquisition, ils sont venus, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Il a fait 2 ans en prison. Voilà de quoi souffre la Côte d'Ivoire. Et ça, quand tu vas dire en public, il n'y a pas un Ahmed Bakayoko qui va venir te dire que tu mens, parce que ce sont des faits. Ce sont des faits. S'il dit je mens, Aswa Adou, on l'appelle directement. Aswa Adou va venir pour dire ce que le jeune dit là, c'est vrai. Effectivement, c'est comme ça qu'on m'a arrêté. Comment il s'appelle? Samba David, il est sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un dit que ce que je dis c'est moi, Samba David vient dire, dit non, 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 effectivement, c'est comme ça qu'on m'a arrêté. Ils ont même sauté la clôture. Ils ont sauté la clôture de chez Samba David. Alors, le problème, c'est que pourquoi en Côte d'Ivoire, des gens en tenue militaire peuvent venir prendre des honnêtes citoyens sans mandat de perquisition? Pourquoi? Alors, c'est des choses qu'il faut décrier. C'est des choses qu'il faut décrier. C'est pas de l'amusement. C'est-à-dire que moi, demain, je vais en Côte d'Ivoire. Comme moi, on ne me connaît pas. Donc, des vandales vont venir escalader la clôture de ma maison. Ils viennent là en tenue militaire, ils me prennent. Personne n'en parlera. Bon, pour Bamba Mori Ferro, au moins, il a eu la chance que son avocate était sur place. Donc, c'est elle qui a eu à discuter avec les gars pour dire non, vous ne pouvez pas le prendre. Mais si c'est nous, là, les individus lambda, là, on nous prend, on nous met au trou. Si on veut nous tuer, même on nous tue. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Et si des cyberactivistes qui sont censés critiquer la politique de Ouattara, de sorte à ce que les choses changent, de sorte à ce qu'on interpelle l'opinion nationale et internationale, mais ils sont en train de parler de Nadi Bamba. Il ne faut pas écouter ces gens-là. J'avais décidé même de ne plus faire de vidéos, mais bon, comme ça me sort par les pores et que ça me donne des urticaires, je dis, bon, je vais venir dire à tous ceux qui me suivent au jour le jour de ne plus écouter ces nouveaux cyberactivistes qui n'ont aucune réputation, qui jouissent d'une réputation surfaite et qui viennent ici pour dire que eux ils savent que c'est Nadi Bamba qui est derrière tout ce qui se trame et qu'elle a pris Laurent Gbagbo en otage. Soyez un peu sérieux. Soyez un peu sérieux. Et puis ne m'appelez jamais, hein, parce que si vous m'appelez, je vais vous cracher mes vérités. J'ai horreur des gens qui viennent pour saboter le combat. C'est ça, c'est du sabotage. Je dis laissez la vie privée du président Laurent Gbagbo tranquille. Ça n'a rien à voir avec le combat des Gors. Le Gors, là, pourquoi on dit on est extrémiste, là? C'est parce qu'on n'aime pas Alassane Ouattara. La façon dont il a transformé notre pays, là, on n'aime pas ça. On n'aime pas sa gestion. On n'aime pas son comportement. C'est pour ça qu'on est extrémiste. Voilà. Mais on ne peut pas dire que tu aimes Gbagbo, tu es tout le temps en train de parler de ses femmes ou bien de sa femme ou bien moi je ne sais même pas. Moi je ne cherche même pas à savoir avec qui Gbagbo sort. Ça ne m'intéresse pas du tout. Si c'est Ouattara qui sort avec 3 femmes, vous allez voir demain matin sur ma page là, c'est écrit comme ça, Ouattara, tu as 3 copines. Laissez ce travail au RDR. Laissez le RDR va aller faire des enquêtes pour savoir avec qui Gbagbo sort. Mais c'est des soi-disant cyberactivistes qui disent des choses comme ça. Alors, sur les réseaux sociaux, là, tous les partis sont représentés. Le PDCI a ses cyberactivistes. Le RDR a ses cyberactivistes. Les Soroïs sont les cyberactivistes, etc., etc. Nous, là, Gbagbo, là, il a ses cyberactivistes. Alors, toi, tu vas retourner ta lance contre le président Laurent Gbagbo. C'est dommage, ça. C'est dommage. Et c'est tellement humiliant qu'il fallait que je vienne dire à mes gars, franchement,
Si vous pensez que ce que j'ai dit, c'est cohérent, si vous pensez que ce que je dis, il y a une part de vérité, n'écoutez plus ces gens-là. Quand ils commencent à vous leur dire, ah, tu parles de Nadi Bamba, ok, au revoir. Je pensais que tu parlais de Ouattara. Ouattara, il a pris l'Assemblée nationale, il a mis son gars là, le violent là. C'est lui qui est président de l'Assemblée nationale en ce moment. Le violent là, qui allait s'aimer le désordre à la CEI là. C'est lui qui est président de l'Assemblée nationale en ce moment. Et aucun cyberactiviste ne vient ici s'indigner. On doit s'indigner quand il y a des farfelus comme ça qui sont présidents de l'APF et qui vont court-circuiter Soro Guillaume après pour raconter des mensonges. Moi, je suis tout ça, tout ce qu'ils font là. C'est la dictature en chair et en diamant en Côte d'Ivoire. Et puis, personne ne s'intéresse à ça. Ce qui les intéresse, c'est Nadi Bamba. Ah, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a dit ça. Et puis, des gens ont dit oui, que Gbagbo a dit de ne pas aller en Belgique pour manifester. Et puis, bon, il y a des gens qui sont allés mentir pour dire oui. Est-ce que Gbagbo a dit de manifester? Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il raconte même? Celui qui veut aller en Belgique pour manifester, il va en Belgique pour manifester. Celui qui ne veut pas aller, il reste chez lui. Est-ce qu'il y a pas là-dedans? Même s'ils sont 10, s'ils sont 20, s'ils sont 150, il veut aller en Belgique pour manifester. Il va, il manifeste. Le droit de grève, là, c'est un droit qui est internationalement reconnu. Celui qui veut aller, il fait. Non, mais c'est-à-dire que Gbagbo n'a même pas dit ça. Ah non, Gbagbo a dit ça, il a dit ça. Et donc, ça s'insulte comme ça, à cause d'une affaire de marche. Il faut qu'on soit un peu plus tolérant, il faut qu'on soit un peu plus rationnel. Moi, là, si moi-même, je n'ai pas envie d'aller manifester, que je suis dans Paris, là, je n'ai pas envie d'aller manifester, comme mon gars m'appelle, pour dire, ah, Evers, nous, on s'en va manifester. Je lui dis, ah, le frère, ah, d'accord, vous allez quand? Il me dit, ah non, on va demain. Je dis, ah, ok, bon, allez, portez-vous bien, et puis, beaucoup de courage là-bas à la marche. C'est tout. C'est tout, c'est fini, le débat est fini. S'il me demande pourquoi tu ne vas pas, je dis non, 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 j'ai juste 2 à 3 petites choses à régler là. La prochaine fois, j'irai. C'est tout. Mais les gens se sont mangés sur les réseaux sociaux à cause de qui va aller, qui ne va pas aller. Ah, non, c'est comme ça on va faire notre combat là. C'est comme ça on va faire. Puis les gens vont se moquer de nous. Moi, je n'aime pas la moquerie. Hein. C'est pourquoi j'ai toujours été sérieux. J'ai toujours été sérieux. J'aime pas les amusements bizarres, les insultes bizarres. J'aime pas trop ça. Voilà, faut se respecter. Mon frère, tu m'appelles, ah Joe, on va à la marche. Je dis, ah non, moi je n'y vais pas, mais portez-vous bien. C'est fini. C'est fini. Tu leur donnes même la bénédiction. Mais tu restes sur tes positions. Tu dis que Gbagbo a dit de ne pas partir, donc je n'y vais pas. Donc tu restes sur tes positions. Tu dis non, moi les gars voulaient aller, je leur ai dit bonne chance. Donc, toutes nos énergies sont autour du sujet Gbagbo. Pourquoi c'est Nadi Bamba qui est à côté de lui? Pourquoi Gbagbo ne dit rien? Pourquoi Blé Goudé fait des sorties publiques et que Gbagbo n'en fait pas? Il paraît même que Gbagbo et Blé Goudé ne s'entendent plus. Il paraît des choses comme ça. Des choses comme ça. moi, je ne suis pas rentré dans ce combat-là pour ça. Frère, je ne suis pas rentré dans ce combat-là pour ça. Je suis rentré parce qu'il y a l'injustice en Côte d'Ivoire. Il y a la dictature en Côte d'Ivoire. Il y a l'impunité en Côte d'Ivoire. Il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire. Et que nous avons dénoncé depuis pratiquement 6 ans. Nous avons fait des marches à Paris. Je me souviens encore, 2016, nous avons protesté contre la nouvelle constitution de Ouattara devant l'Assemblée, devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Nous avons organisé une grande marche
Hein? On a fait ces choses-là avec les camarades tels que Willy Bla et la maman Tina Topo et tout le reste. Tous les camarades. Voilà des combats. Ça, ce sont des combats. On a fait ça ensemble. Voilà. Et puis, il y a eu d'autres combats. C'est ça. Et puis, il y en aura encore. Parce que le plus dur, c'est demain. Le plus dur, c'est comment faire pour empêcher Ouattara de boucler, de sceller 2020. C'est ça le plus dur. Pardon, j'ai des problèmes de lumière là, donc ne m'en voulez pas. Le plus dur, c'est ça. Le plus dur, c'est pas Gbagbo. Le plus dur, c'est comment empêcher de sceller, de boucler, de geler ou bien de tout ce qu'ils ont dit, tous les verbes en ER qu'ils ont dit là à propos de 2020. Il va falloir faire ça. Il va falloir empêcher leur sale besogne. Parce qu'on ne peut pas laisser le RDS. Ce qu'ils appellent RHDP, c'est pas RHDP. Le RHDP n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. C'est une vue fantomatique de l'esprit. C'est le RDR qui a fait des recrutements, qui a élargi ses rangs et qui s'est appelé le RHDP. Donc, quand le RDR veut monopoliser le pouvoir pour 2020, il faut qu'il y ait des guerriers aguerris. Des guerriers aguerris pour pouvoir dénoncer la forfaiture, la mascarade, l'imposture. Voilà. Voilà où je vous attends. Donc, quand tu es un nouveau cyberactiviste, parce que tu es nouveau, toi que j'ai vu là, qui parlait tout à l'heure, tu es nouveau. Moi, en 2014, je ne te connaissais pas. 2015, je ne te connaissais pas. Je ne t'ai jamais vu sur les réseaux sociaux. Même 2017, je ne te connaissais pas. Quand nous, on parlait des CNC, on parlait de Coalition nationale pour le changement, on parlait de front pour du refus. Tout ça là qu'on a fait là pour protester contre Ouattara, tu n'étais pas là. Tu viens d'arriver sur les réseaux sociaux, tu parles aussi. Et tu tapes, parce que tu es allé récemment, on t'a donné le micro, tu as parlé. Tu n'es rien devant moi. Devant moi, tu n'es rien. Et puis, ce n'est pas de la concurrence, c'est un fait. Ce n'est pas de la concurrence. Moi, je n'ai pas fait de concurrence avec vous. Je ne fais pas de concurrence avec vous. Je peux respecter un pro-Gbagbo qui prend son combat au sérieux et qui se concentre sur Ouattara. Je vais le respecter. Même s'il est arrivé hier et qu'il est concentré sur Ouattara là, je vais le respecter. C'est pourquoi j'ai fait toutes mes vidéos contre Johnny Pacheco. Parce que j'ai estimé deux choses. Je dis attention, attention. Ce gars-là, non seulement il est extrêmement suivi, tu vois, et il a une méthodologie. Johnny Pacheco, il ne fait pas ces choses bêtement. Hein. Parce que pour passer de pro-Gbagbo à pro-Ouattara, il a utilisé des stratégies. Et il a embobiné des gens avec lui. Sinon, s'il avait fait ça de façon brute ou abrupte, voilà, c'est ça le mot. Ici, il avait fait ça de façon abrupte. Beaucoup de gens auraient dit, tu es ridicule, vas-y, on ne te suit pas. Mais il a pris le temps. Il a pris le temps. D'abord, commencer par Afi N'Guessan pour dire que oui, entre Afi et Gbagbo, il y a des problèmes et qu'il faut qu'on les règle. Il a même invité les pro-Afi et les pro-Aboudraman Sangaré, paix à son âme. Il les a invités, il dit venez, on va vous interviewer. Il a commencé comme ça, doucement, doucement. Maintenant, il a pris le parti de Afi. Il a commencé maintenant, petit à petit, à se proclamer en tant que pro-Afi. Et comme la stratégie d'Afi, c'est en même temps qu'il tire sur Ouattara, il tire sur Gbagbo, il tire sur Ouattara, il tire sur Gbagbo, ça arrangeait Johnny Pacheco, parce que ça lui permettait de tirer un peu sur Gbagbo et tirer un peu sur Ouattara. Après, il s'est dit, bon, c'est que si les gens me suivent, donc maintenant je peux arrêter de tirer sur Ouattara, je peux tirer uniquement sur Gbagbo. Et ceux qui étaient habitués à le voir donc à tirer sur Gbagbo l'ont suivi. Moi, j'ai suivi sa stratégie avec beaucoup de munitions. Tout doucement, je l'ai suivi. Je savais où il allait. Parce que moi, vous pouvez dire que Yves,
il est ce qu'il est, il est un peu guindé, il est un peu... Mais il y a une chose dont vous pouvez jamais me faire abstraction, c'est que j'ai un nez fin. J'ai le nez fin. Quand je vois une situation, je sais où ça s'en va. Et lui, quand il a finalement ôté son manteau de pro-babou et qu'il a commencé à attaquer, je dis, ok, ça c'est une très très belle occasion pour non seulement le descendre à Afi N'Guessan et descendre à Alassane Ouattara. Les gens ont dit que je faisais une fixation sur Johnny Pacheco. Je dis non, 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 non. Je ne fais pas une fixation sur Johnny Pacheco. Celui pour qui il travaille là, c'est lui que je vais descendre. Voilà. Donc la déconstruction dont il parlait là, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à pouvoir descendre à Alassane Ouattara. C'est ça, moi ma fixation c'est Alassane Ouattara, sur le RDR, leur gouvernement fantoche et tout ce qui s'ensuit. C'est ça, ma préoccupation première. Alors, Nadi Bamba ne m'intéresse pas du tout. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Et puis, personne ne peut dire que oui, Yves, il parle comme ça parce qu'il a un penchant ou bien peut-être que Nadi Bamba va lui donner l'argent ou bien... Non, non, non. C'est une question de logique. Laissez Laurent Gbagbo sa vie privée en paix. Tout le monde parle de ça. Je vais sur les pages des femmes là, les femmes là. Comment elles s'appellent même. Je ne vais même pas dire leur nom parce qu'après elles vont aussi venir me faire la guerre. Elles sont là-bas en train de parler de Nadi Bamba. A vendu puis de pétrole. Elle s'est enrichie, volé l'argent, etc., etc. Bon. Et quand elle finit, ça dit, elle est pro-Gbagbo. Hein? Et l'autre qui est pro-Gbagbo aussi, elle réplique. Mais Simone là, votre Simone qui vous a envoyé là, est-ce que Simone n'a pas fait ceci? Simone a fait... Et elle aussi, quand elle finit, elle dit elle est pro-Gbagbo. J'ai vu, elle se tiraille, euh, elle se tiraille, les dames là. Pourquoi vous faites ce travail-là? Pourquoi vous faites c'est humiliant pour le FPI. C'est humiliant. J'ai dit Ouattara à l'Assemblée nationale, il a la CEI, il a le Conseil constitutionnel, et puis il a tous les ministres, et puis il a un tiers du Sénat. Et puis en plus de ces un tiers du Sénat, il a 90% du Sénat. Donc toutes les institutions sont dans sa main. Et puis il a l'armée. Et puis on s'en va aux élections. Et après, vous-même qui êtes ici en train de vous concentrer sur Nadi Bambara, c'est vous qui allez dire, ah, mais pourquoi le FPI a boycotté les élections? Ah bon? Pourquoi le FPI va boycotter les élections? Mais c'est parce que vous avez préféré investir votre énergie sur Nadi Bamba plutôt que d'essayer de critiquer le pouvoir en place pour que les vrais problèmes soient soulevés rapidement et qu'on puisse trouver des solutions. Après, là, qui on va présenter? Si vous-même vous rendez la tâche due au président Laurent Gbagbo, après on va présenter qui? Et puis vous allez venir dire, oui, moi-même là, je suis fatigué des boycotts. Je suis fatigué des boycotts. Tout le temps, c'est nous on boycotte. On va aller se présenter. Ah bon? Mais si tu passes le temps en tant que pro-Gbagbo à tirer sur des questions futiles, hein, sur des fioritures, eh bien, sache que on ne pourra pas présenter de candidat en 2020. Parce que si tout le monde fait comme toi, le FPI est affaibli et puis on n'a pas résolu les questions principales et puis on s'est focalisé sur n'importe quoi. On s'est tiraillé, on a fait la guerre pendant 2, 3 ans entre nous. Et puis, après, on n'a pas de candidat. Parce que Gbagbo reste là-bas, non? Parce que tout ce que vous faites, c'est pour qu'il reste là-bas, non? Hein?
Toi, tu es sûr que tu aimes Gbagbo? Tu es sûr que tu aimes Gbagbo et puis tu vas venir dire que on dit il sort avec une femme et que cette femme a volé des milliards. Tu es sûr? Tu mens. Tu mens. Tu n'aimes pas le type. Tu veux qu'il reste en prison. Il y a, il y a un certain nombre de personnes qui veulent que Laurent Gbagbo reste en prison. Je vous dis, il y a ceux qui sont du camp opposé, qui ont peur de sa popularité et qui ont peur de sa force de frappe. Eux là, ils ne veulent pas que Gbagbo sorte de là où il est. Et ça, pour eux, c'est compréhensible. Il n'y a aucun problème. Il y a un deuxième groupe. Eux, en fait, ils étaient avec Gbagbo. Mais derrière Gbagbo, ils ont trahi. Tu vois, ils ont trahi. Donc, ils ont tellement trahi qu'ils préfèrent que le monsieur reste là-bas. Parce que s'il revient, c'est la honte. C'est la honte, tu vois, non? Donc, ils préfèrent que... Il y a un troisième groupe qui, en fait, eux, c'est pas qu'ils ont trahi, mais ils étaient fatigués du combat. Ils étaient fatigués. Après, ils ont préféré prendre un raccourci qui est simple, c'est-à-dire, et si on restait avec Ouattara en même temps? C'est mieux. On va rester avec Ouattara en même temps. Dans tous les cas, il a déjà tout bouclé. Il a déjà tout scellé. Dans tous les cas, 2020, là, ce sera pour lui. Donc, ceux qui ont fait ces analyses-là, comme ça, là, à long terme, ils se disent, tel que la situation s'en va là, Ouattara ne peut pas perdre les élections de 2020. Donc, ça veut dire qu'il restera là jusqu'en 2025. Mais nous, on ne va pas rester dans un combat jusqu'en 2025. Hein. C'est ce qu'ils se disent. Eux, ils ne vont pas rester dans un combat jusqu'en 2025. Donc, ils préfèrent en même temps prendre ce qui est là. Donc, ce que je dis ici, c'est le cas de certaines personnes. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas dire le nom de certaines personnes. Voilà. Donc, eux là qui ont choisi la porte de la facilité, là, ils prient pour que Gbagbo ne sorte pas. Parce que si Gbagbo sort maintenant, ce sera compliqué pour eux. Ce sera compliqué pour eux. Parce qu'ils ont déjà fait un pas vers Ouattara. Actuellement, là, leur page est remplie de RDR. Quand tu vas chez eux là-bas, là, c'est RDR seulement qui dit oui, vas-y, bravo. Pourtant, ils étaient pro Gbagbo hier. Hein. Donc, ceux-là, ils sont prêts à mourir pour que Gbagbo reste en prison. Voilà. Et puis maintenant, le dernier groupe, ce sont des pro-Gbagbo en fait. Qui sont jusqu'aujourd'hui qui disent qu'ils sont pro-Gbagbo. Mais dans leur cœur, ils ne veulent pas que Gbagbo sorte. Ils ne veulent pas. Parce qu'en fait, ils se disent que si Gbagbo sort, eux, ils ont mené le combat. Mais eux, ils ne seront pas reconnus. Mais pourquoi ils ne seront pas reconnus? Parce qu'en fait, à un certain moment donné du combat, ils ont pris des virages, ils savent que Gbagbo n'aime pas ça. Tu vois? Ils savent très bien. Ils ont pris des virages qui sont trop compliqués. Le FPI n'aime pas ça. Mais ils ont pris ces virages-là quand même. Non, eux, ils ont conscience confusément que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Mais ils aiment Gbagbo, hein. Mais ils préfèrent que Gbagbo reste en prison. Comme ça, nous tous, on est au même niveau. Yves Aipo en exil, Willy Blanc en exil, voilà, Aïe Koutienne en exil, tout le monde en exil, on est au même niveau, il n'y a rien. Parce que si Gbagbo sort, peut-être que, c'est le peut-être que qui les fatigue. Peut-être que, peut-être que. Et c'est ça qu'ils calculent. Donc ils disent, bon, peut-être que là même, laissez tomber, Gbagbo n'a qu'à rester en prison, on va rester dans la même situation. Ça, on vous voit. On ne parle pas beaucoup, mais on vous voit. On vous voit parce que vous êtes trop visible. On vous voit parce que vous n'êtes pas invisible. On vous voit parce que vous n'êtes pas transparent.
On vous voit. Chers amis, Laurent Gbagbo va sortir. Que vous le vouliez ou pas, il va sortir. Si vous voulez salir le combat, salissez-le. Mais il y aura toujours de fiers combattants, de bons combattants, des gens qui vont aller toucher là où ça fait mal à l'impérialisme, là où ça fait mal au RDR. Et puis on va gagner. On va gagner. Vous venez d'arriver, nous là, on sait depuis 2000, depuis le jour où l'on prie là, on sait que tôt ou tard, on va gagner. Le président Laurent Gbagbo lui-même, avant d'aller en prison, il dit ça là, on va gagner. Il dit ce ne sera pas facile, hein, mais on va gagner. Avant même qu'on le prenne. Il dit tout ce qu'ils sont en train de faire là. Au pire des cas, c'est quoi? Soit ils vont me tuer, ou bien ils vont me mettre en prison. Mais on va gagner. Quelqu'un qui parle comme ça là. Et puis il est en train de gagner. Tout doucement, devant tout le monde, il est en train de gagner. Il allait en prison là-bas. Il allait à la prison de Scheveningen là-bas. Là. Il a gagné là-bas. Il allait au procès. On lui a envoyé 80 témoins. Il a gagné. Maintenant, il veut faire appel. Mais appel là, eux-mêmes là, ils sont hésitants. Appel là, ils sont hésitants. Parce qu'il va gagner encore. Il va gagner. Il va gagner. Moi, je vous ai dit. Il a dit au RDR, si tu vois que Bédier même là, il s'est rapproché de Gbagbo, mais d'une façon que j'aurais taxé de sans gêne en fait. Mais ça, ça, je dis, mais c'est pas pour vexer le PDCI. Ils se sont rapprochés sans gêne. Ils sont venus, ils ont dit, les gars, nous, on était avec Ouattara hier, mais on sait que Ouattara, c'est du faux. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est Gbagbo qui est bon. Donc, Bédié a fait les démarches. Et Gbagbo, l'homme au grand cœur, a ouvert ses bras et dit, venez à moi, vous qui êtes confondus, fatigués des péchés, venez à moi. Et nous, aujourd'hui, là, on parle bien du PDCI. Parce que on a pardonné, tu vois. Et ça, c'est grâce à Gbagbo. Sinon, nous, avant, là, quand on a écouté les discours des Bédier, là, on n'était pas prêts. Mais aujourd'hui, là, nous-mêmes, là, on est avec le PDCI. On est avec eux. C'est Gbagbo qui a fait. Il a ouvert, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Venez. Voilà. Donc, c'est comme ça on est ensemble avec le PDCI. Et puis, on sera ensemble. Ils ont compris que Gbagbo qui est là, là, il est en train de gagner. Dans l'amusement, là, il est en train de gagner. Parce que Gbagbo sort d'un problème c'est trop compliqué. Là, de là où il sort, là, il sort de la Cour pénale internationale. C'est une prison blanche dont on ne sort jamais blanchi. Ça, c'est ma façon de parler à moi. Voilà. Une prison blanche dont on ne sort jamais blanchi. Donc, ils ont compris, ils se sont rapprochés de Gbagbo parce qu'ils savent que c'est là-bas se trouve la victoire. Et aujourd'hui, le PDCI est en train de mener un combat. Ils tapent Ouattara là où ça fait mal. Et pendant que le PDCI est en train de mener le vrai combat, et c'est des pro-Gbagbo qui sont en train de mener un faux combat. Même le PDCI est en train de mener un bon combat. Même Soro Guillaume, avec son comité politique, il est en train de mener un combat noble. Bon, après, ils vont aller dire que Yves Aïpo est devenu soroïste. Hein. C'est comme ça qu'ils font. Ils vont écrire dans leur
ils écrivent maintenant dans leur machin, là, sur leur site là-bas, là, que Yves Hippo, on ne comprend plus ses pensées, il est devenu soroïste, il est très proche de Ouattara. Non, je ne suis pas proche de Soro Guillaume, je suis pas proche de... Je suis même pas proche du PDCI. C'est une... Aujourd'hui, là, c'est parce que nous, on suit Gbagbo Laurent. Gbagbo a accepté le PDCI, nous, on accepte le PDCI. Sinon, si tu me demandes à moi, moi-même personnellement, j'ai des récriminations énormes contre le PDCI. Mais ma décision ne compte pas. Moi, je suis qui? Tu vois, je reviens toujours à le dire. Il faut cultiver l'humilité et la modestie. Moi, je suis qui? Je suis qu'un simple sympathisant du président Laurent Gbagbo qui a une belle gueule et qui a la langue bien pendue. C'est tout. Si Gbagbo dit il veut faire ami-ami avec le PDCI, nous on va dire quoi? On dit rien, on suit. C'est le patron, le chef a parlé, on suit. Voilà. S'il dit demain, là, il prend la main de Soro Guillaume, il veut faire ami-ami avec Soro Guillaume, là, on suit. Si tu n'es pas d'accord, tu sors du parti. C'est pas simple. C'est simple. Tu n'es pas d'accord là. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je suis plus pro-Gbagbo. Mais tant que tu es pro-Gbagbo là, ce qu'il dit là, on suit. Il dit il fait ami-ami avec PDCI. Nous, on est avec PDCI. Voilà. Et puis, ce sont nos frères. Alors, je vois des gens là qui font leurs vidéos pour dire oui, que nous, on est incohérents. Que c'est pas nous, on s'est battu contre le PDCI hier et puis aujourd'hui, on est avec eux. Ah, donc si nous, on est incohérents, et vous, les gens du RDL, là, vous êtes comment? Parce que vous étiez avec eux, non? RHDP, là. RHDP, là, ça avait PDCI que vous avez voulu créer ça. Quand vous avez dit RHDP unifié, là, c'était qui et qui? Parce qu'on ne peut pas unifier RDR seulement. Quand on dit unifié, là, ça veut dire qu'il y avait deux grands qui devaient s'unifier. Pourquoi vous n'êtes plus eux? Alors, si quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est comme ça. C'est comme ça ça se passe. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Tu connais la chanson là, non? Bon, d'accord. On a pris PDCI. Et si on est intelligent et qu'on connaît le bon combat, 2020 là, 2020 là, si on est intelligent, hein, 2020 là, on prend. 2020, on prend. Et puis, je connais les injonctions, je voulais dire des objections. Les objections des gens. Quand il dit ça, si tu dis qu'en 2020, le PDCI associé au FPI va bousculer Ouattara, ils te disent, ah, non, c'est que Gbagbo avait perdu les élections alors. Parce que quand le PDCI s'est associé au RDR, là, on a dit que mathématiquement parlant, le FPI perd. Ah, donc aujourd'hui, vous dites que le PDCI et le FPI va battre Ouattara. Ah, donc on avait raison. Bon, je voulais vous expliquer que tout ça, ce n'est pas logique, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, aller rentrer dans les détails pour vous expliquer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que s'il est vrai que vous avez gagné les élections en 2010, là, 2010, là, c'est passé. C'est fini. Maintenant, là, c'est 2020. Donc, vous êtes encore dans 2010. On avait gagné. Oh, c'est fini ça, c'est passé. Maintenant, là, c'est 2020. Et 2020, là, c'est Gbagbo et Bédié. C'est ça qui compte maintenant. Donc, laissez les calculs, l'arithmétique là, que vous faites là. 1 plus 1 est égal à 1. Si tu enlèves 1, c'est que ça va donner 0. Si tu fais ça, laissez ça. C'est vieux comme le monde. Aujourd'hui, là, c'est 2020 qui compte. Gbagbo et Bédié, là, ils se sont vus. Ils sont forts. Actuellement, là, nos amis du PDCI, là, on n'a même pas besoin de s'appeler, mais on est en parfaite harmonie.
Quand Bédier a fait sa sortie, là, où il dit qu'il y a des orpailleurs, des nationalités douteuses qui rentrent et qui sont facteurs d'insécurité, nous, là, on a soutenu ça. On a soutenu. On dit, le vieux Bédier, tu as bien parlé. Alors, il a bien parlé. Est-ce qu'ils ne sont pas facteurs d'insécurité? Ils le sont, ils sont coupeurs de route, ils sont braqueurs, ils viennent faire ça, on a les vidéos. Pas de problème. Et puis il dit à Bobo là-bas, il fabrique des fausses cartes d'identité. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. On a soutenu ça. Alors, donc le PDCI, nous, aujourd'hui, là, on est des frères. On est des frères. Oui, oui, oui. On est des frères. Voilà. Il y a un qui dit n'importe quoi. Ce que je dis ici, c'est trop correct. C'est correct. On est avec le PDCI, on se sent bien. Pourquoi vous avez rejeté le PDCI? Pourquoi? Qu'est-ce que vous guettiez dans le RHDP unifié? Qu'est-ce que vous guettiez? Ça, vous ne nous avez pas dit. Hein? Pourquoi vous aviez voulu faire un RHDP unifié avec Bédier? Pourquoi? Ça, vous ne nous avez jamais expliqué. Moi, je veux savoir pourquoi Ouattara. Mais c'est parce que vous connaissez très bien le poids du PDCI en Côte d'Ivoire. Vous connaissez, non? Donc, si Gbagbo a vu le poids du PDCI et qu'il sait qu'on peut exploiter ça pour chasser Ouattara en 2020, là, mais c'est normal. C'est normal, on va faire. Et on va le chasser. Ouattara que vous voyez là, on va le chasser en 2020. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'apprêter ses armes. C'est tout ce qu'il sait faire. Armes partout, là où on prend des insensés, des illettrés, des incultes, des idiots. On met tout ce groupe-là, on fait une armée avec. Pour aller tirer sur des marcheurs aux mains nues. C'est pourquoi il faut mener un combat dès maintenant. Hein. Dès maintenant. Actuellement, où je vous parle là, c'est maintenant qu'il faut mener un combat. Qu'il faut interpeller Human Rights Watch. Il faut interpeller la CPI. Il faut interpeller tout le monde pour dire, attention, on a un tueur en Côte d'Ivoire. Il faut crier à tue-tête. Vous voyez un peu quand un homme veut violer une femme et puis elle crie à tue-tête là. Et tous les voisins sortent. C'est ce que nous devons faire. On doit crier à tue-tête pour dire il y a un violeur en Côte d'Ivoire, un tueur, un criminel. Il s'apprête à nous tuer en 2020. Vous êtes là, vous parlez de faux problèmes. Moi, je crie à tue-tête. Je dénonce. Si quelqu'un me donne l'occasion de parler de Ouattara, il sera content même. Si on me donne le micro, je vais parler de ses promesses, de ses actions, des actions qu'il a posées, et puis après, il a même retiré. Parce que c'était tellement mauvais. Hein? Il a posé des actions, il dit, maintenant à l'aéroport, quand vous arrivez à l'aéroport, là, vous allez payer des taxes sur tout ce que vous envoyez de l'étranger. Les Ivoiriens ont grogné. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, je vais retirer ça. Les autres ont oublié, les cyberactivistes façon, ils ont oublié. Moi, j'ai ça ici, c'est dans ma tête. Ils voulaient augmenter les permis, hein, permis de conduire. Là. Les Ivoiriens ont grogné. Je me rappelle même de la date, c'était le 1er mai 2017. Il est venu à la télévision, il dit, bon, les mesures là, impopulaires, là, je vais les balayer. Elles n'existent plus, c'est votre cadeau. Si on me donne l'occasion de parler de Ouattara, ils seront contents même. Parce que je vais commencer à 6 heures, je vais finir à 18 heures. J'ai besoin de 6 heures de temps pour parler de Ouattara. Je vais parler d'abord du côté institutionnel. Comment
il a embrigadé toutes les institutions de la Côte d'Ivoire. Je commence là d'abord. Après, je rentre maintenant dans tout ce que j'appelle exécution, sommet, les élections truquées. Je rentre dans tout ça. Souvent, quand j'écoute nos doyens là, Lida Kwasi, nos papas là, qui sont nos dévanciers. Et la dernière fois, j'écoutais le doyen Assoa Adou. Quand j'écoute, et puis on leur pose des questions, et puis ils répondent façon, ils disent, vraiment, donnez-moi, je vais répondre. Quand on vous demande comme ça, pourquoi le FPI s'associe désormais avec le PDCI? Moi, j'ai entendu la réponse de doyen Assoa Adou, vraiment avec tout le respect. C'est une réponse, hein. Mais ça, c'est le moment même, devant toutes les caméras, de dire les points qui nous unissent avec le PDCI. Et qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit en ce moment? C'est la mauvaise gouvernance de Ouattara, son mauvais comportement, ses crimes massifs en Côte d'Ivoire, ses élections truquées. C'est ça qui nous unit en ce moment. Regarde ce qu'ils ont fait au PDCI. Et moi, si j'étais là, j'allais dire, regarde ce qu'ils ont fait au plateau, là. Pour que là, l'autre, là, il soit simplement maire. Regarde tout ça, tout ce qu'ils ont fait autour, là. Avec Bassam là-bas. Tout ce qu'ils ont fait. Les limogeages. Tout ça. Nous, on cherche occasion pour parler du RDA. Pour parler de Amadou Cimetière. Pour parler de tous ces monstres-là. On cherche occasion, on ne trouve pas. Nos doyens là vont, ils parlent doucement, gentiment, ou bien peut-être, bon, comme ils ont été emprisonnés aussi, parce que la démarche de celui qui a été emprisonné et puis celui qui n'a jamais été emprisonné, bon, les deux ne marchent pas de la même façon. Hein. Donc, en tout cas, je comprends. Je comprends. Nos doyens là, ils ont souffert. Parce que c'est vrai, hein, moi-même je parle comme ça là, mais à Abidjan là-bas, là, tu parles comme ça, on te prend, on te met au trou. Hein. Et puis, il n'y a pas de démarche dedans. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas droit dedans. Tu es à Souadou, on te prend, on te met en prison. Tu es Bamba Mori Ferré, on vient, on te prend, on te met. Tu es député même de la République. Tout ça là, tout ça il faut dire. Alain Lobognon, député de la République, il a dormi au trou. Alain Lobognon que vous voyez là, député de la République. Il avait même le manchin là, je ne sais même plus comment ils appellent ça là. Hein? Orange, blanc, vert là, qu'ils mettent là comme ça autour. Il avait ça sur lui. Les gens ont balancé ça, ils ont dit, allez, passe. Ils l'ont mis au trou. Vous voyez, non? Donc, quand on a beaucoup de problèmes comme ça, j'ai failli oublier une décision assez récente. Parce que désormais, on dit en Côte d'Ivoire que, vous voyez, quand vous prenez une maison, vous devez payer une caution. Alors, le pouvoir Ouattara dit que désormais, il y aura une sorte d'institution chez qui on va déverser les cautions. D'accord? C'est-à-dire que moi, je suis le locataire, je paye mon loyer, je paye d'abord la caution. Le propriétaire, quand il prend la caution, il dépose la caution là-bas. Non, en fait, eux, ils vont gérer la caution de sorte à ce que le propriétaire n'utilise pas cette caution-là. Donc, c'est une façon de protéger la caution des locataires. Donc, quand c'est présenté comme ça, on a l'impression que, ah tiens, c'est intéressant. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, que moi je vais vous dire ici, c'est que c'est un système qu'ils ont vu dans certains pays en fait. Ça existe dans les pays développés. Mais pourquoi ça existe dans les pays développés? C'est la question qu'il faut se poser, il faut dire aux Ivoiriens.
Ça existe dans les pays développés parce que dans les pays développés, tu peux aller voir la même structure qui garde les cautions là. Tu peux aller les voir pour dire, ah, j'ai un problème, j'ai été chassé de ma maison, je veux prendre une nouvelle maison, mais la caution s'élève à 600 euros. Et eux, ils prennent 600 euros, ils te donnent, tiens, paye ta caution. C'est comme ça que ça se passe dans les pays développés. Et tous ceux qui sont éligibles pour pouvoir obtenir une caution de l'État, tous ceux-là, on leur donne l'argent. Hein. Donc, ça fonctionne comme une banque. Toutes les cautions qui viennent chez eux, là, c'est avec ça qu'ils font de la spéculation. Parce qu'ils savent que les cautions viennent chez eux, ils peuvent utiliser cet argent-là et pouvoir aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Donc l'argent tourne, c'est dans un cercle entre les locataires et les propriétaires, ça tourne. Mais en Côte d'Ivoire, ça ne va pas tourner. C'est-à-dire, le locataire donne l'argent au propriétaire, le propriétaire prend l'argent, il remet au groupe de Ouattara, et eux, ils ont ça. Ça ne tourne pas. Moi, je pensais que le gouvernement Ouattara allait dire à partir d'aujourd'hui, si un Ivoirien a besoin d'une caution, nous, on est là, vous pouvez venir nous voir, on peut même vous faire un prêt. Il faut dire ça au moins. Il faut dire, on va vous faire un prêt maintenant. L'Ivoirien lambda qui vient, qui a besoin d'une caution, on fait un prêt, il prend sa maison. Avec l'argent, parce qu'on va faire ça comme une banque. Ah non, eux, ils vont juste prendre l'argent et eux, ils vont faire une spéculation sur l'argent. C'est-à-dire que quand on leur donne l'argent, là, eux, ils font ce qu'ils veulent avec. Le jour où tu viens récupérer ta caution, lui, il a déjà fait des bénéfices avec ta caution. Ouattara que tu vois là. Il prend l'argent des gens. Mais c'est ce qu'il a fait avec l'argent de agrobusiness. Il dit on va les emprisonner. Mais quand on les emprisonne, leur argent, on bloque. Et quand tu bloques, ça va où? Ça va où? Qu'est-ce que vous en faites? Ce sont des milliards. Vous avez bloqué leur argent, ça va où? Non, personne ne sait où c'est allé. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Personne. C'est des voleurs. L'argent travaille, Wilfried. L'argent travaille. Donc, c'est ça le problème. Les Ivoiriens ne vont pas vous donner leur caution, pas du tout. Demain, il y a un coup d'État, vous fuyez avec l'argent, les cautions des gens. Hein? Vous allez fuir avec l'argent de tout le monde. Si demain, il y a coup d'État là, est-ce que vous allez prendre le temps de restituer les cautions de tout le monde? On fait ça dans des pays qui sont des pays stables. Quand on est dans un pays stable, les gens peuvent venir déposer votre argent pour dire à l'État, j'ai déposé ma caution dans la poche de l'État là-bas. Mais demain, on vient, on fait coup d'État, vous tous, vous prenez les milliards, vous partez en exil. Quand on demande l'argent, on dit, ah non, les caisses sont vides. Parce que celui qui vient de quitter là, celui qu'on a chassé du pouvoir là, il est parti avec l'argent. Faut pas anarquer le peuple. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai dit ici là. C'est ce qui est juste. En Australie ici, ça existe. C'est pourquoi je connais bien. Je connais bien. Parce que les gens vont dire, ah, c'est parce qu'il est pro-Gbagbo que tout ce que les gens voient comme mesure, ils critiquent. Non, non, pas du tout. Si c'était une bonne mesure, j'allais juste me taire. Je n'en ai même pas parlé. Ouattara a pris de bonnes mesures hein, à certains moments. Quand ils ont voulu fermer toutes les pommades qui claircissent les femmes, là. Moi, je n'ai pas parlé. Hein, parce que c'est une très bonne mesure. Si nous, on devient président demain, là, il n'y a pas un individu qui va avoir une pommade éclaircissante. C'est pas possible. Donc, quand Ouattara avait commencé à jeter son dévolu sur cette affaire, nous, on n'a rien dit. Parce que ce n'est pas à Yves Aïpo de venir chanter les louanges de Ouattara. Ça, c'est Dogo Madou. Ou bien celui qui est aux États-Unis là-bas,
qui est un peu comme il est gargamulesque. Voilà. C'est lui qui, c'est même pas, on a dit son nom une fois, un certain Touré, quelque chose comme ça, qui dit beaucoup de choses aussi. Voilà. Moi, je ne peux pas chanter les louanges de Ouattara. Je ne suis pas moi, il ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Donc, voilà. Mais la mesure qu'il vient de prendre, ce n'est pas une bonne mesure. Pas une bonne... À moins que Touré Mamadou, comme d'habitude, vienne faire son faro comme il le fait tout le temps sur YouTube. Il vient, il explique des choses. Mais ce que j'ai dit ici, là, vous les journalistes qui posez des questions, là, allez dire un jour, allez dire, Monsieur Ouattara, s'il vous plaît, le système que vous voulez imposer à la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est bien parce qu'il existe dans les grands pays. Mais ces grands pays-là, en même temps qu'ils prennent les cautions, en même temps qu'ils donnent des cautions au peuple. Ils donnent caution de maison, ils payent aussi pour le peuple, pour les plus démunis. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire, M. Ouattara? Parce que les gens ne vont pas venir déposer les cautions et puis ça va rester là comme ça. Hein. Ça reste à dehors chez vous. L'argent ne dort pas comme ça, non. Donc, vous, les journalistes, là, quand vous venez m'écouter ici, là, venez. Et puis, je reviens maintenant sur le dernier sujet du jour, qui est la monnaie, la fameuse monnaie éco. Ils disent qu'ils vont faire éco. Bon. Je ne vais pas trop parler de ça parce que Mamadou Koulibaly a si brillamment expliqué. Il a expliqué beaucoup de choses. Mais bon, moi, je ne suis pas économiste. Mais une chose est sûre, c'est que ce que nous voulons, c'est une monnaie commune. Une monnaie commune, je pense qu'un homme, un Africain qui est intelligent devrait être d'accord avec ça. Parce que c'est absurde qu'aujourd'hui, en 2019, qu'un Ivoirien aille au Ghana et puis il est obligé de faire, comment vous appelez ça là, changer l'argent. On est obligé, chez nos frères ghanéens qui sont à côté là, on est obligé de changer l'argent. Franc CFA là, on doit faire en CD. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une monnaie pour que toute cette zone-là, on puisse faire l'échange, les échanges commerciaux tranquillement avec je sais pas moi. C'est même ça coule de sens. C'est une évidence. L'autre avait dit une lapalissade. Une lapalissade. Il faut trouver une monnaie commune pour la Guinée, pour le Togo, le Burkina, le Mali, le Ghana, la Sierra Leone, etc. Toute cette zone-là, on a la même monnaie et puis on travaille. Bon, jusque-là, ils sont dans des considérations qu'on ne comprend pas. C'est la zone francophone là qui les intéresse. Mais pourquoi? Pourquoi c'est la zone francophone là seulement qui vous intéresse? Pourquoi? Ah, c'est parce qu'il y a la France derrière. C'est pas à la France, c'est une affaire des Français derrière, c'est tout. Voilà. Donc, quand vous allez faire ça là, quelles seront les répercussions sur les matières premières? Parce qu'on a déjà connu ça. Les gens en Europe là-bas, ils sont passés du franc français à l'euro. Et ça a eu des répercussions scandaleuses sur les matières premières. Alors que nous, là, nos pauvres paysans, là, ils ne vivent que de ça. Le prix des matières premières, bord champ, c'est de ça qu'ils vivent. Déjà même aujourd'hui, ça se vend très mal. Donc s'il doit avoir une nouvelle monnaie qui soit carrément en déphasage avec les réalités existentielles de nos paysans, ça risque d'être compliqué. Donc c'est pourquoi le président Mamadou Koulibaly a posé la question de savoir
quelle sera la valeur de cette nouvelle monnaie appelée ECO, en dollars, en euros? Qu'est-ce que sera la valeur? Pour que nous, on sache à quel sein se vouer. Voilà les problèmes qui ont été posés. Donc, c'est une arnaque. Parce que les gens, et j'adresse mes félicitations ici, j'adresse solennellement mes félicitations à tous ceux qui se sont battus contre le franc CFA. Parce que c'est le résultat de votre combat qui a donné l'écho là, dont il parle. C'est le résultat du combat contre le franc CFA. Les gens se sont dit que comme les gens vomissent le franc CFA, ce qu'on va faire, on va les piéger. On va changer le nom. Et pour les plus incultes, ils vont penser que effectivement le franc CFA n'existe plus. Pour les plus incultes, les plus ignorants. Et pour ceux qui sont un peu intelligents, ça va les emmener à reprendre tout le combat. Parce qu'il faut expliquer encore. Il faut aller faire encore d'autres campagnes pour expliquer aux gens que, en fait, c'est le là, c'est l'équivalent du franc CFA. C'est la France qui a la même mise. C'est la même chose. Si on regarde bien même, on va voir même où c'est imprimé. Tu vois, non? Donc, on attend donc les précisions. On attend les précisions de monsieur Ouattara. On espère qu'il va nous expliquer, il va nous dire que c'est une avancée monétaire et qu'il s'agit effectivement d'une monnaie révolutionnaire qui va permettre à tous les Africains de se retrouver dans une plateforme commune et que ça va nous permettre de nous déplacer beaucoup plus facilement, de commercer beaucoup plus facilement, de discuter beaucoup plus facilement avec nos voisins, avec nos camarades d'à côté. S'il nous dit ça, nous, on va se taire. On va se taire, on va regarder, on va se taire. Mais pour l'instant, là, ce qu'on voit là, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi. Voilà. Alors, Ivoirien, Ivoirienne, voilà ce que j'avais envie de dire. Je ne serai pas long. Si des gens sont intéressés au débat de fond, des débats importants, des débats sérieux, les débats de la Côte d'Ivoire, eh bien, nous sommes partants. Mais si des gens veulent parler de Nadi Bamba et de Simone Gbagbo et de la vie de Laurent Gbagbo, franchement, il faut leur dire que vous perdez votre temps et puis vous nous en faites perdre aussi. Si tu perds ton temps, toi seul même, c'est bon. Mais tu en fais perdre pratiquement à tout le combat. À tous les pro-Gbagbo. Il ne faut pas nous perdre du temps. Tu veux perdre ton temps, tu perds ton temps. Va au striptease, va faire des vilaines choses. Mais laisse la vie privée du président Laurent Gbagbo. Ou bien alors, rentre dans les rangs du RDR. Point final. Point final. Voilà. Moi-même, vous ne me plaisez même plus même, votre groupe là. Vous ne me plaisez plus. Votre groupe là, vous qui dites que vous êtes des pro-babo, mais vous ne me plaisez plus, franchement. Voilà. Bon, les gars, je salue tous ceux qui se sont connectés et qui ont regardé ma vidéo. N'oubliez pas de me mettre un petit like parce que souvent c'est encourageant. Et puis on priera Dieu de sorte à ce qu'on puisse se revoir et traiter des sujets qui nous concernent. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas eu le temps de saluer aujourd'hui, mais sachez que je vous remercie de votre présence et de m'avoir écouté. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.